110e épisode des Technos, ça va se passer avec les informaticiens.be. Ceux qui nous suivent depuis longtemps auront reconnu, bien entendu, les deux garçons d'informaticiens.be. De ce côté-ci, Marc, bonjour Marc, et puis de l'autre, Sébastien, bonjour Hello. Sébastien. Les deux compères sont à l'origine, rappelons-le, du site informaticien.be, qui est partie prenante dans ce podcast des technos, qui se fait l'écho toutes les semaines de nos épisodes, dont celui-ci, bien entendu, l'épisode 110. Donc là aussi, vous pouvez poster vos commentaires. Là, il y a un forum, par exemple, qui est toujours fort animé, qui parle évidemment informatique. Ici, on est un petit peu plus général, hein. On parle un petit peu de tout, on parle du web, etc. Donc, voilà. Là-bas aussi, on parle du web, etc. Et voilà. Et tout. Donc, d'accord. De toute façon, j'en profite. C'est lui qui est à l'origine. Hein. Oui, c'est lui. Moi, je suis venu après. C'est lui qui est à l'origine. C'est sa faute à lui. C'est faute à moi. Et à l'époque, pour commencer le site, il y en a encore des traces. Il y avait même des filles dénudées sur le truc. Tu vois, on avait vraiment dans tous les sens. C'est à ce moment-là que ce site a été complètement déréférencé de chez Google. Non, mais par contre, on a encore des gens qui nous ont engueulés via Facebook il n'y a pas longtemps en disant ça fait pas sérieux votre truc. Ah, d'accord, ok. Oui, ça donnait une mauvaise. On est parti, hein, là, le show. Oui, ça donnait une mauvaise image de l'informaticien d'avoir une fille à poil sur un site. Oui. Alors bon, voilà, il y a ça sur plein de sites, je ne comprends pas pourquoi. Alors en off, je disais, je vais une fois les lancer comme ça, je le ferai plus jamais, je vous jure. c'est promis. Sébastien va rapprocher un petit peu son micro parce qu'il me semble qu'il est un petit peu loin. En tout cas, ça résonne, soit, ça c'est de la popote interne. Est-ce qu'on a un courrier des auditeurs, les petits amis? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Il y a eu plein de commentaires concernant Calibre, Marc. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne YouTube. J'ai eu le temps, j'ai répondu à certaines questions. Il y a une personne qui nous redemande une marche à suivre complète. Je la ferai quand j'aurai un peu de temps, parce qu'il faut quand même taper tous les détails, effectivement. Donc, promis, je la ferai. Je la garantis pas pour demain ou la semaine prochaine, mais je la ferai. D'accord. Et donc, beaucoup de commentaires sur Calibre. Et ce qui tourne autour. Il y avait quand même une question de notre petit camarade malvoyant qui demandait si l'application faisait de la lecture ou une chose. Je ne sais plus exactement quelle était sa question, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y avait une question concernant justement des fonctionnalités éventuellement pour des non-voyants ou malvoyants. Alors, je ne sais pas si l'application fait de la lecture, je doute, vu que c'est, avant tout, c'est un objet de catalogage. Comme ça, à chaud, la première réponse que j'aurais, c'est, soit utiliser une extension, un périphérique qui va traduire le texte en braille, ça existe, soit utiliser, simplement une liseuse qui est équipée d'un module text-to-speech. Mmh. D'accord. Ça existe. Aussi. Oui, ça existe. Et comme on est dans le domaine du logiciel libre, quelqu'un qui aurait un peu les doigts agiles pourrait se lancer dans une solution, un add-ons de Calibre, par exemple. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Je voyais que Seb avait levé le doigt. Oui, il y avait un commentaire d'Antoine sur Informaticien qui relevait votre discussion la semaine passée sur tout ce qui était détection de virus par Google. Je pense que c'était sur Gmail ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et donc Marc faisait référence au fait de pouvoir envoyer des exécutables sur Gmail, ce qui était difficile parce que Google le refusait. Et donc même si tu l'envoyais en zip, c'était refusé aussi. Mais il y a quand même une façon de le faire pour que ça passe sur Google, sur Gmail, c'est de l'envoyer dans un RAR crypté. D'accord. Parce que si le zip crypté, donc avec le mot de passe, et l'architecture est toujours disponible, donc là, Google sait effectivement browser le zip pour voir ce qu'il y a dedans. Un RAR, quand il y a un mot de passe, tu ne sais plus savoir ce qu'il y a dedans. D'accord. Et il ne bloque pas les RAR. Et il ne sait pas bloquer Non, il ne bloque pas les RAR. Donc il y a moyen de le faire avec un RAR. D'accord. Okay. Sinon, l'autre solution, c'était de mettre un zip dans un zip. Ça marche aussi. Au premier niveau, il voit juste le nom du zip et il s'arrête là. Ou un zip dans un RAR. Ouais. Ça devient subtil. Un zip dans un zip crypté, effectivement, ça peut marcher aussi. Ouais, voilà. Renommé en JS, tant qu'à faire. Pourquoi pas? Il va être tout petit, le fichier. Alors, je t'envoie 3 lignes, ça fait 14 mégas. Il y avait d'autres questions, mais c'était justement en regard de la vidéo concernant Calibre, donc le hors-série de la semaine dernière, mais qui n'a rien à voir avec Calibre. Quelqu'un qui nous demandait si on pouvait faire à l'occasion un hors-série concernant les mémoires, la RAM, et ce que ça apportait, des RAM rapides, des RAM
lente, de la DDR4, DDR3, 3200, etc. Est-ce que quelqu'un a envie de s'y coller à l'occasion? Je pose la question comme ça, à chaud, hein, on va dire. Je suis plutôt chez Marc. Hein, c'est plutôt le Joker. Hein, franchement, ça fait des années que j'ai plus mis les mains dans le cambouis. Ouais. J'en suis arrivé à acheter mes machines toutes faites et toutes montées, donc ça vous donne une idée. Ouais, donc désolé. Moi, je peux parler à la RAM côté serveur, mais je suis plutôt orienté des machines où on monte à 500 gigas de RAM, tu vois. Donc c'est pas vraiment pour monsieur tout le monde, quoi. C'est pas monsieur tout le monde, c'est des budgets qui sont assez importants. Et là, effectivement, c'est de la DDR4, c'est de l'ECC, c'est des trucs avec la parité, mais voilà, ce genre de discussion est plutôt orienté, enfin celle qui nous est demandée probablement, plutôt en général orienté gamer pour gagner quelques frames par seconde supplémentaires. Ou utilisateur qui a besoin de ressources, quoi. En gros, qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir de la RAM sur une machine si on veut faire par exemple de la MAO ou de la vidéo ou du graphisme, voilà. Tu vas pas faire une énorme différence entre la DDR3 et la DDR4. Et de toute façon, ta machine est ce qui imitera ce que tu vas choisir comme RAM. D'accord. Donc, généralement, dans ton portable, des portables comme utilisé Marc ou comme j'utilise, t'as 16 Go ou 8 Go parfois quand t'as pas de bol. Et tu sais pas aller beaucoup dessus, quoi. Ouais. Ok. Donc, en général, pour le prix de la RAM, tu vas au maximum et puis t'en parles plus. Donc, c'est Burno220 qui posait cette question. C'est juste, voilà, c'est la réponse qu'on peut donner pour l'instant. On posera la question à nos autres petits camarades parce qu'il n'y a pas que dans l'équipe. Donc, on posera la question aux autres pour voir si quelqu'un a envie de s'y coller. Et à ce moment-là, on produira peut-être hors série concernant peut-être de manière plus générale le hardware sur les machines. Quand on se fabrique une machine soi-même, à quoi il faut faire attention, par exemple. Ça pourrait être une thématique la prise. Faire attention à la prise. La prise. Oui, ça aussi. Faire attention à la prise. Voilà, je pense que pour ce qui concerne le courrier des auditeurs, on a fait le tour. Merci à ceux qui nous ont remerciés, comme on a l'habitude de le dire. N'hésitez pas à publier vos commentaires. N'hésitez pas aussi à répondre entre vous si vous avez des réponses. N'attendez pas que nous, on vienne en réponse. Vous pouvez aussi partager entre vous des informations. Vous êtes les bienvenus également. Après, on va y aller, hein, Seb, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. Et moi, je veux savoir si tout le monde va toujours bien, si notre jogger va toujours bien. Et alors, on n'en a plus entendu parler depuis longtemps. Est-ce qu'il a toujours laissé sa fille écouter notre podcast? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on avait, pour que tout le monde soit au courant, on a un auditeur jogger breton de surcroît, enfin l'un n'empêche pas l'autre, remarquez, qui est une fille, l'un n'empêche pas l'autre non plus, qui nous écoutait et qui nous écoute encore. Donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous nous écoutez toujours. Ça intéresse Seb au premier chef, voilà, je sais pas pourquoi. Mais parce qu'on a perdu une femme dans les derniers commentaires, si j'ai bien compris, qui trouvait mes blagues trop lourdes. Mais ça, s'il n'y a pas que des femmes qui nous ont lâché sur ce coup-là, soyons très clairs. Bon, allez, on va y aller peut-être et attaquer la suite. Ah oui. Enfin, l'abécédaire classique, on va dire, on va y revenir. Je cherche ma petite conduite parce que j'avais perdu de vue. C'est facile. Hein. C'est A. Et c'est A comme... non, c'est A comme Atari, Seb, cette fois-ci, puisque Atari ressort une montre connectée. Oui, c'est de la merde. Merci Seb. Voilà, sujet suivant, c'est pour moi. Alors, effectivement, Atari profite de notre petite nostalgie. Et alors, ils ont travaillé ici avec Game Band pour sortir une montre connectée avec un peu de Google Wear, Android Wear dessus. Et donc, tu peux la connecter à ton téléphone, tu sais faire 2-3 bricoles dessus, tu sais même lui parler à Alexa. Et c'est un truc de base, hein. C'est un Qualcomm dedans avec 512 mégas de RAM et un petit écran 320-320. Et c'est là effectivement que le bas blesse parce que Atari joue sur sa marque en disant c'est chouette, vous allez mettre plein de jeux dedans parce qu'ils ont les licences, hein, c'est Atari. Ouais. Donc ils ont mis une dizaine de jeux dessus. La seule adaptation qu'ils ont faite, c'est sur la taille de l'écran. Donc va jouer un Pong sur une montre Android, c'est quand même un petit peu difficile. Bon, voilà, donc c'est un peu juste pour le fun ici, parce qu'il y a des émulateurs où on peut faire pas mal de choses équivalentes aujourd'hui, mais ici c'est avec des ROM officiels et surtout sur le petit bracelet, le logo Atari. Et pour la modique somme de tout ça, c'est 150 boules, je pense quand même. Ah oui, quand même. Donc, Est-ce qu'il faut brancher des écouteurs pour entendre les... tu vois, je pense pas qu'il y ait de son dessus. A priori, c'est pas dans les specs. Par contre, tu peux y brancher une manette. Donc, tu vois, c'est pratique de jouer avec une manette sur ta montre. Sur une montre. Tu vois, j'imagine la complexité du mouvement quand on prend la. Je comprends pas bien ce genre de truc-là. Voilà. Est-ce que quelque part, pour être un petit peu sérieux 2 secondes, est-ce qu'il surfe pas un petit peu sur la vague du rétro gaming qui a bien réussi à Nintendo récemment donc, c'est un peu ça, finalement. Oui, ce n'est que ça. C'est uniquement ça. C'est malheureusement que ça ici, parce que c'est pas...
Voilà, c'est mal exécuté. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Si au moins ils avaient refait les jeux. Ouais. Enfin, derrière Atari, qui est maintenant, c'est plus les équipes d'antan non plus. C'est des financiers aujourd'hui derrière Atari. Oui, mais ça, je ne les connais pas personnellement. Moi mais je les appellerai après le podcast pour leur demander. Ok. N'oublie pas, hein, et tu nous feras rapport. On peut passer à la lettre B. B comme banque, et c'est Marc qui tient les cordons de la bourse dans cette équipe et qui s'occupe de. Ça m'étonne pas de Marc. Qui s'occupe de la banque. À quel niveau, Marc? Rien, voilà, moi j'ai... Merci Marc. J'aime bien tester. Ce podcast est infernal. Non, je me suis amusé à tester une banque en ligne, totalement en ligne. D'accord. Et en fait, c'est un truc qui traînait depuis pas mal de temps, qu'on voyait passer à droite à gauche. Ça s'appelle N26, c'est une banque allemande. Et depuis peu, cette banque est disponible en Belgique. Donc on peut, de manière totalement online ou totalement mobile, vu que cette banque n'a aucun guichet physique, aucun bureau, elle n'existe que sous forme dématérialisée, s'ouvrir un compte, y ajouter une carte de crédit, et voilà, gérer son argent comme on le fait. Maintenant, il y a de plus en plus d'applications qui le font. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir l'aspect justement totalement en ligne. Et donc, petit compte rendu, je me suis un jour inscrit. Alors, l'inscription est d'une facilité déconcertante. Vous téléchargez l'application, qui est fort bien faite. Vous choisissez un login mot de passe. Jusque-là, rien de particulier. Et puis, à un moment, vous devez vous identifier et vous authentifier. Et là, l'application va ouvrir automatiquement une session de chat vidéo avec un call center. Donc, à ce moment-là, soyez prévenus, évitez de vous trouver en peignoir ou en pantoufles ou parasés, etc. Parce que ça le fait mal, parce qu'on prend une photo de vous en plus. On vous demande aussi de montrer votre carte d'identité recto verso, etc. Bon, truc total. Et puis, vous recevez vos accès en quelques minutes. Donc, l'ouverture complète du compte prend, session de chat comprise, 10 minutes. C'était assez redoutable. Et puis, par après, voilà, vous vous retrouvez avec un numéro de compte allemand. Vous recevez rapidement une petite carte de crédit, voilà. Assez marrant. Première fois que je vois une carte de crédit transparente, ce qui permet de voir c'est une carte contactless en plus, il y a l'antenne autour, c'est marrant. Et voilà, donc on a testé une banque allemande, c'est pas mal, voilà, je trouvais ça le concept mignon. Maintenant à voir ce que je vais en faire, j'en sais encore trop rien. Vous savez que j'adore tester des trucs inutiles. Pour l'instant, l'essentiel, enfin il y a beaucoup de banques qui arrivent en ligne, alors des banques traditionnelles qui ouvrent des systèmes ou des comment on va dire ça, des guichets en ligne, guichets en quelque sorte, ou des services en ligne, ça il y en a énormément. Des digital natives, il y en a de plus en plus. Il va y avoir une augmentation, paraît-il, l'année prochaine, enfin cette année-ci, en 2017, assez considérable de banques en ligne. Je pense que j'ai pas les chiffres en tête, mais il va y avoir une explosion du secteur bancaire, en tout cas, sur les banques en ligne. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça va faire marcher la concurrence et qu'on va pouvoir passer d'un taux de 0,05% à un taux de 0,06, par exemple, ce qui serait tout à fait avantageux pour l'utilisateur. Ouais, ce qu'il faudra voir aussi, c'est la manière dont les services derrière vont être intéressants à prendre, c'est-à-dire pas seulement les services purement bancaires, mais tout ce qui s'y lie. Bon, je pense au paiement, effectivement, mais je pense aussi aux assurances, je pense simplement à tout ce qui est dématérialisation digitale. C'est quelque chose sur lequel les banques travaillent aussi, parce qu'elles doivent trouver des nouveaux marchés de niche sur lesquels, voilà, elles n'ont pas encore trop d'expérience. Monolithiquement, une banque, c'est là pour gérer de l'argent, pas toujours très bien, et donc, comme tu dis, cette prolifération des banques en ligne va surtout servir le consommateur dans la mesure où, grâce, pour une fois qu'on peut dire merci à l'Europe, on est censé avoir une ouverture complète au niveau européen. On peut prendre une banque où on veut. Oui, sans frais. En pratique, essayez d'aller ouvrir un compte en banque en France sans avoir votre relevé EDF, bonjour. Oui, ou faire des transferts sans frais, voilà. Par exemple. Tandis qu'ici, je le répète, banque allemande, d'accord, ouverte actuellement, disponible dans 6 ou 7 pays, le truc est d'une simplicité, c'est 10 fois plus facile d'ouvrir un compte chez eux que d'ouvrir un compte chez Belfius. Par exemple, Belfius, ils arrivent. Et Belfius, ils arrivent à se planter 6 fois sur une ouverture de compte. Bon, ici pas. Oui, Seb. Voilà, c'est dit. J'ai une question con, hein, mais pourquoi ? Parce que tu as été ouvrir un compte dans une banque allemande en ligne, alors que en Belgique, tu as ça
depuis quasi 10 ans. Ça avait fait un petit buzz à l'époque. J'ai ouvert un compte chez eux que j'utilise, qui est KeyTrade, et qui effectivement te permet aussi d'ouvrir un compte avec... Là, c'était juste une lecture de carte d'identité, une signature avec la carte d'identité, un truc comme ça. Je pense qu'en moins de 10 minutes, ton compte était ouvert en Belgique. Ça fait plus ou moins 10 ans. Ils ont toujours aucune agence et ça fonctionne super bien. Oui, c'est pas faux. J'ai eu un compte KeyTrade à une époque. Je l'ai fermé pour des raisons personnelles. Simplement ici, voilà, j'avais envie de tester le truc. Je suivais ça. Curiosité, vraiment ça. Maintenant, à l'avenir, qu'est-ce que je vais en faire? Probablement que l'argent qui se trouve dessus ne va servir que pour des achats en ligne. Comme ça, pire des cas, je paume ma carte ou on me la pirate. Ce sera limité au montant qu'il y a dessus, qui ne sera jamais des gros montants. Voilà, ce sera une carte de crédit pour tous les achats en ligne. Ouais. Effectivement, là, ça pourrait être intéressant pour te faire passer pour un Allemand. Mais ça, c'est peut-être plus pour très longtemps. On en reparlera dans le podcast. Bon, ben voilà. Ne le faites pas chez vous. Enfin, je veux dire, ne testez pas toutes les banques qui passent. Parce qu'il va y en avoir beaucoup dans les mois qui viennent. C'est ce que je voulais vous dire là tantôt. On peut passer à la lettre C, si vous le voulez bien. C'est comme capteur. Et c'est Seb qui s'y colle pour parler de Sony qui dévoile un nouveau super capteur hyper rapide. Oui, alors c'est une super brève. Comme son capteur, super rapide. Donc c'est super rapide, et là c'est super lent, et c'est un nouveau capteur qu'ils viennent d'annoncer pour les smartphones. Alors aujourd'hui dans les smartphones, ce qui existe en tant que capteur pour faire de la vidéo ralenti, les deux meilleurs, c'est ce qu'il y a ici, donc c'est le Galaxy S7 et le Google Pixel, qui permettent de faire de la 720p en 240 frames par seconde. Alors, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. C'est déjà pas mal. Et alors, Sony, il a explosé un petit peu tout le monde en un coup, parce que lui, il est passé à la 1080p, à 1000 frames par seconde. Ça, c'est pas mal. Donc, x4 en image, et x4 aussi en nombre de frames par seconde. Alors, il faudrait 1000 frames par seconde, c'est violent. Il faudrait quand même voir le taux de compression le taux de compression du fichier vidéo numérique, entre guillemets, de la vidéo, pour voir si ça reste encore regardable quand même, parce qu'on peut faire ça. Ils ont des samples, allez voir dans le lien source, effectivement, sur le site lestechno.be. Honnêtement, c'est impressionnant. D'accord. Franchement, je suis sidéré. Après, il faut en trouver l'utilité aussi. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on va ralentir, on va ramener ça à 50 images par seconde. Donc, on filme ça. Attendez, 200 fois. On va avoir des ralentis je dis une bêtise? Non, c'est ça. 5000. Ouais. Pas mal. Donc, ça fait vraiment des super ralentis. Du coup, c'est à goutte d'eau dans le café. Tous les trucs ça va faire des jolies vidéos. Ça, c'est l'industrie adulte qui va être contente. Bon, ok. N'allons pas par là. On peut passer à la lettre D si vous le voulez bien. C'est Marc qui va s'y coller. Oui, j'avais bien compris. D comme dating, Marc. Voilà. Ah, c'est l'anti-Tinder. Tu as testé l'anti-Tinder. Ça, je vais en entendre parler. Je n'ai pas testé. Ah, bah, c'est dommage. Je regardais encore un petit reportage sur toutes les applications de rencontres et tout, et je regardais ça hier en me disant, mon Dieu, où t'es allé? Je suis tombé là-dessus. Série sympa, ça, non? On pourrait effectivement tout tester. Donc, je suis tombé sur ce truc assez improbable, comme généralement tous les trucs qui me caractérisent dans ce podcast. Ça s'appelle Hater. Et Hater, ça vient de hate en anglais, qui veut dire détester ou haïr. Et c'est un Tinder, grosso modo, qui part sur un principe très simple, c'est que plutôt que d'essayer de remettre les gens ensemble sur base des choses qu'ils apprécient, non, là c'est le contraire. On va les mettre ensemble sur base des choses qu'ils détestent. Ça devient votre point commun. Ça va faire des super rencontres. Ça va faire des super rencontres, ça va permettre surtout, comme on a beaucoup plus tendance à parler des choses qu'on n'aime pas plutôt que des choses qu'on aime, comme on a tendance à être beaucoup plus prolixe quand il s'agit de quelque chose qui vous énerve, c'est humain, voilà, on aura des sujets. Alors, le système met à votre disposition à peu près 3000 sujets sur lesquels vous pouvez vous mettre pas d'accord, de dire que vous n'êtes pas d'accord. Ça va de Trump à Hitler, au nazisme, à l'exploitation sexuelle, à la couleur des épinards dans les supermarchés. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça va vraiment surtout. Je veux dire, s'il y a un seul des trucs que tu viens de citer pour lequel tu es d'accord et que tu es positif en fin de marche en rue, on est mal barré quand même aussi. Oui, ça veut dire que les prochaines élections vont être corsées, ça c'est sûr. Voilà. C'était des exemples, ça ne m'engage absolument pas. Et donc, contrairement à Tinder où il y avait deux gestes, à droite, à gauche, ici il y aura à droite, à gauche, mais aussi en haut, en bas. Évidemment.
évidemment, c'est en haut, très haut. Ouais. Voilà, en haut, très haut, donc en bas, très bas. La conversation après, c'est: t'as détesté ce film-là? Oh oui, moi aussi. Oh super, mon amour. Voilà, exactement. C'est un peu ça l'idée. Hein. Donc quand on déteste les trucs, les mêmes choses, on a autant de chances, en fait, soyons clairs, de s'accommoder de l'autre que si on aime les mêmes choses. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Hein. Grosso modo, c'est ça. On a même plus de chances, d'après le créateur de l'application, on a plus de chances de parler ensemble une fois qu'on s'est rencontrés, suite au contact sur l'application, à cause du sujet qui va plus favoriser une discussion. Ah oui, mais évidemment, parce qu'une fois qu'on a dit ça j'aime bien, c'est fait, c'est bon, on sait tous pourquoi on l'aime bien, on n'a plus besoin d'en discuter. Tu l'aimes bien pourquoi? Parce que ça. Triste, les gars. Mais non, mais c'est une réalité. C'est triste. Non, c'est une réalité triste. Bah oui, je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Les trucs qu'on aime bien, que les gens aiment bien, une fois qu'on a dit tiens, t'aimes bien ça? Oui, moi j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter derrière? Mais non, je ne sais pas, je n'ai pas ce genre de discussion avec ma femme. J'imagine. Ah, et t'aimes bien ça pourquoi? Pour l'odeur? Ah bah oui, évidemment, c'est une fleur. Tu vois, c'est... Voilà. Non, mais alors, si tu aimes bien la fleur, tu vas visiter, tu vas faire des trucs autour de la fleur. T'es déjà hors catégorie, t'as pas besoin de ce genre d'application, t'as déjà trouvé ta femme. Oui, c'est ça, en plus. Moi non plus, j'ai pas besoin de l'application, j'ai trouvé ma femme. Ouais, quoi, mais c'est pour moi, c'est ça. Laquelle? Tous ceux qui en cherchent une... Le problème est là, il faut bien qu'il ait quelque chose à lui dire après. Pas sur la haine. Mais c'est pas c'est pas de la haine, c'est juste on n'aime pas, quoi. J'aime pas les épinards, toi non plus. Pourquoi? Il y a plus à dire sur les choses qu'on n'aime pas que les choses qu'on aime. Voilà, c'est ça que je voulais dire, exactement. Je suis toujours pas d'accord. Bon, bah écoute... Mais t'as le droit, voilà, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Magnifique. Voilà, donc voilà, on n'est pas d'accord, on peut s'entendre sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je n'aime pas les gens qui n'aiment pas. Le schtroumpf, je sais plus quoi. Okay. Schtroumpf grognon. Ok, on peut passer à la lettre E, hein, E comme Europe, et c'est avec ça dont on va parler de la fin du géoblocage à tout niveau. Hein. Enfin, on en parle de plus en plus, c'était dans l'actualité de cette semaine, effectivement. C'est de la balle, je vous sors que des bonnes nouvelles cette semaine. Bien sûr. Et voilà, et là, bon, le bémol, c'est pour 2018. Hein. Donc, oui, 2018, c'est déjà l'année prochaine, hein, finalement. C'est vrai que ça va vite. Putain, si c'est fin 2018, on est mal. Ah, mais n'empêche, cette année, on a déjà la fin du roaming pour nos vacances d'été. L'année prochaine, ce sera la fin du géoblocage. Alors, ne faites pas encore non plus la fête en disant je vais pouvoir prendre un compte Netflix en France, avoir un super catalogue, ou prendre Canal Play en France. Alors, parce que nous, en Belgique, on n'y a pas droit. Non. Hein, il y a plein de services auxquels à qui nous regardez en France, vous avez droit et que vous paraissent normaux parce que vous avez ça tous les jours. Eh bien, la télé en ligne en Belgique, les services, c'est quand même un peu limité, quoi. Je vous renvoie d'ailleurs vers le hors-série consacré à l'IPTV qu'on avait fait il y a quelques mois maintenant. Oui. Et donc, effectivement, il y a une volonté de l'Europe de dire ce géoblocage, c'est de la connerie et on doit moderniser le droit d'auteur en Europe. Alors, c'est clair qu'il y a un boulot dingue pour moderniser le droit d'auteur, en Europe en tout cas. Et donc, le but étant que quand tu as pris ton abonnement Netflix en France, si tu es en Allemagne, en Belgique, tu peux continuer à profiter des mêmes accès au catalogue, que ce soit Netflix ou d'autres trucs de vidéos on demand. Alors, le petit bémol là-dessus, c'est que faut faire attention, c'est pas la fin totalement du géoblocage en disant nous en Belgique on va pouvoir profiter des services français. Non, c'est les Français qui auront acheté en France pourront profiter de leurs services quand ils seront en dehors de la France. C'est ça. Et donc il y aura des limitations suivant l'endroit où tu l'as acheté, suivant l'endroit où tu résides, l'endroit avec ce que tu as payé, etc. etc. Tu voyages avec tes limitations, en gros. Tu voyages avec tes limitations, mais les limitations ne seraient pas abrogées au sein de l'Europe. Alors c'est encore de la discussion, il n'est pas encore formellement adopté, le texte, mais c'est le sens dans lequel ils vont. Alors c'est un premier bon pas, mais en tant que consommateur, je pense qu'on aurait tous aimé, espéré, rêvé d'avoir une Europe sans effectivement cette limitation, ce géoblocage des accès aux vidéos. Voilà, ça c'est le point de vue consommateur. Malheureusement, ce n'est pas vers là qu'on irait l'année prochaine. D'accord. Enfin bon, c'est une avancée. C'est mieux. C'est déjà, voilà. Ça prouve qu'il y a des gens qui réfléchissent quand même et qui se rendent compte que ces frontières physiques entre guillemets ça n'a pas grand sens aujourd'hui avec le numérique, avec Internet et tous ces machins là. Donc c'est plutôt pas mal. C'est des trucs que j'ai jamais compris non plus. Quand tu achètes un truc en tant que Belge qui vient de Paris, ça te coûte plus cher que le mec qui habite Lyon. Oui.
Tu vois, alors qu'on n'est qu'à 2 heures de Paris. C'est des trucs complètement absurdes, effectivement. Ouais. Tout comme, d'ailleurs, historiquement, beaucoup de gens ne comprenaient pas le zonage des DVD. C'est un peu la même chose. Donc, ok, on a parlé donc de l'Europe, Seb. On peut passer à la lettre F. F comme Facebook. Discover People. C'est de nouveau des rencontres, c'est ça? Tu vas encore faire des rencontres, Marc? Ça me poursuit. Non, mais en fait, quand tu réfléchis... Non, mais quand tu réfléchis, au début, Facebook, historiquement, c'était rien qu'un gros outil pour pécho de la meuf. Surtout pour Marc. Surtout pour Marc, oui. Il a péché, lui. Lui, il a péché. Lui, il a pécho, faux, grave. Mais donc voilà, la question risque d'étonner ceux qui utilisaient déjà Facebook comme un terrain de chasse, grosso modo, mais avec une fonction qui s'appelle Discover People. Facebook va clairement se remettre dans les pas du dating, s'il l'a jamais quitté un jour. Après tout, connecting people, c'est à plusieurs sens. Et donc voilà, ils ont pris conscience, Facebook, en fait, que la quête de nouvelles rencontres fait partie de notre humanité. Je cite, je n'assume pas du tout la phrase. Et donc, en fait, ils se proposent, avec cette nouvelle fonctionnalité, d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs que vous connaissez pas du tout, en votre nom, des utilisateurs qui vivent près de chez vous, qui travaillent dans la même société, qui vont sur les mêmes lieux que vous, qui partagent le même centre d'intérêt, qui vont aux mêmes événements que vous, etc. Et donc, Facebook va croiser, probablement après approbation de votre part et d'elle à leur, on ne sait pas encore trop, va croiser les informations qui sont contenues dans les profils pour vous connecter sans que vous ne vous connaissiez ni d'Ève ni d'Adam. Voilà. Alors, quelque part, c'est un peu étonnant, parce qu'on se rappelle que Facebook déclare que le moyen le plus certain, ça c'est écrit noir sur blanc chez eux aujourd'hui, le moyen le plus sûr de ne pas avoir de problème en utilisant Facebook est de ne pas répondre aux invitations envoyées par des personnes que vous ne connaissez pas, ou peu. Déjà que Facebook a tendance via Messenger à mettre toutes les demandes de contact dans des répertoires séparés où vous devez aller voir une fois toutes les lunes pour dire « Ah tiens, c'est qui m'écrit ?» par exemple. Voilà, je ne suis pas tout à fait certain que les demoiselles qui utilisent Facebook pour rester connectées à leurs copines vont apprécier de voir un jour sonner à leur porte un dragueur version 2.0 en disant « Salut, je t'ai vu sur Facebook ». Oui, voilà. C'est pas beaucoup de sens en effet. Non, pas vraiment. Donc, eh bien, oui, je concluais, le pauvre. Non, mais vas-y. Non, écoute, moi, j'avais déjà conclu. T'avais conclu. Moi, je ne vois pas là-dessus l'aspect dating, mais je vois là-dessus peut-être un espoir de réponse à un problème du réseau social. C'est que pour moi, un réseau social comme Facebook aujourd'hui est tout sauf social, dans le sens où j'ai mes petits amis, c'est des gens que je connais, mais Facebook ne m'aide en rien à augmenter mon réseau social pour rencontrer des gens. Et donc c'est un microcosme qui est vraiment très très limité. Et donc pour les gens qui se sentent seuls, bon, c'est pas le cas, on est quand même plutôt fort agités, nous, autour du bocal et tout ce qu'on veut, mais dans le podcast ici. Mais pour des gens qui se sentent seuls, j'en ai quelques-uns autour de moi dans la famille ou ailleurs. Eh ben, c'est difficile pour eux de rencontrer des gens, et c'est pas en invitant des inconnus sur Facebook qu'ils vont y arriver. Si le réseau social les aide à faire ce premier pas, je trouve que c'est pas si mal. Alors c'est pas forcément pour aller tirer un coup, c'est juste pour discuter, pour avoir des activités en commun. Voilà, si ça aide les gens à se rencontrer, moi je ne vais pas critiquer cette fonctionnalité. Ça peut, oui, c'est ça. Je pense comme Seb. Je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il ne faut pas tirer à vue systématiquement non plus parce que c'est Facebook et qu'on sait que c'est un grand Satan parmi les grands Satans, etc. Donc je pense qu'il y a, quelles que soient les intentions pour lesquelles Facebook le fait, il faut en tirer parti à un moment donné, tout en étant vigilant, évidemment, je pense. Non, Marc ? Oui, j'ai une lecture un peu différente. Bon, ça c'est mon côté pessimiste, désolé. À mon humble avis, si Facebook se lance dans cette direction, ou disons officialise une de ses activités dans cette direction, c'est parce qu'il est en train de se rendre compte qu'il y a un marché monumental à prendre sur les rencontres, que ce soit des rencontres en vue de pécho, en vue de se faire des amis, en vue de connaître des gens ou en vue de finir au pieu, voilà, disons-le clairement. Il y a un marché monumental. Tinder, One, c'est toutes les autres applications qui sont en train
de bouffer le marché et de prendre une position de monopole sont en train de verrouiller le truc. Et si Facebook veut avoir un rôle à jouer, ben voilà, il faut qu'il sorte l'artillerie lourde. Donc encore une fois, je suis d'accord avec Seb. L'outil est utile dans la mesure où chacun va décider ce qu'il en fait. Comme je l'ai dit, chacun a sa motivation pour utiliser ce genre d'outil. Mais ne nous cachons pas, derrière, ne nous voilons pas la face. Derrière, il y a plus que probablement un but mercantile. Oui, mais c'est ce que je disais bien, quel que soit le but avouable ou pas de Facebook, voyons ce que nous, utilisateurs, on peut en tirer dans un premier temps. C'est juste ça que je voulais dire. Même si c'est mercantile, mais que ça aide des gens à sortir de leur solitude, c'est génial. Ben voilà. Enfin, même s'ils gagnent de l'argent dessus. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une problématique de gens qui se sentent seuls chez eux et ça n'a pas tendance à diminuer. Mais tout à fait d'accord, mais ces gens n'ont pas eu à attendre Facebook pour pouvoir sortir de chez eux. Il y a déjà des sites de rencontres, il y a déjà des applications de rencontres. Facebook va apporter une solution en plus. C'est pas parce que c'est Facebook, ça va révolutionner le monde, c'est tout. Non, mais c'est un peu, si je me permets, c'est un peu comme les régimes. Chacun essaye un peu tous les régimes possibles imaginables jusqu'au moment où il tombe sur le bon. Ouais, d'accord. Et puis c'est 2 milliards d'inscrits aussi, quoi, quasi. Oui, donc voilà. Donc voilà, il y a débat et c'est bien comme ça. Si vous de votre côté vous avez aussi des questions à vous poser par rapport à Discover People de Facebook, n'hésitez pas à le faire en commentaire de cette vidéo. Moi de mon côté, j'ai eu l'occasion de tester Workplace de Facebook. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça il y a quelques temps. Je m'étais dit tiens, on pourra peut-être en faire un hors-série. Puis je me suis ravisé parce que au-delà du simple fait de dire que voilà, ils ont fait une plateforme professionnelle entre guillemets sur le modèle de Facebook, mais uniquement pour l'entreprise, je n'ai strictement rien à dire sur ce brol. Et t'as pécho au moins? Mais non, parce que c'est des collègues en plus. Non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est parce qu'on ne peut pas créer de page, par exemple. Par contre, ce ne sont que des groupes. On peut créer des groupes dans tous les sens, en haut, en bas. Oui. Groupe avec les collègues. Et donc, dans tous les sens. Voilà. Bon, on va continuer parce que je voulais être un peu sérieux quand même dans ce podcast à un moment donné. Non, sans rire. Voilà, c'est une plateforme collaborative de plus qui a l'odeur de Facebook sans en avoir le goût. Mais par contre, alors moi, l'argument qu'on m'avait sorti, c'était de dire ouais, mais les gens connaissent bien Facebook, donc peut-être qu'avec ça va fonctionner plus facilement qu'avec une autre plateforme comme Slack ou autre, où là, ils sont complètement étrangers. C'est justement là le danger, c'est que c'est un faux Facebook, quelque part. C'est que ça a la même gueule, mais que c'est pas vraiment un... Donc, je comprends pas bien. Ça ne s'était pas présenté comme un concurrent potentiel, en tout cas sur une partie des fonctionnalités de LinkedIn? Aussi, oui. Ça avait été évoqué comme ça aussi, mais de nouveau, on est dans des codes, entre guillemets, de couleurs bleu de fond, par exemple. Je le dis à Sébastien parce qu'il vient de découvrir qu'il y avait du bleu dans les pages de Facebook. C'est exactement le même code graphique. Exactement le même. Sauf que c'est pas Facebook. On n'est pas dans Facebook. Alors il y a des trucs, par exemple, il faut encoder son propre password et son propre login, mais à un moment donné, il vous demande quand même de savoir si vous voulez récupérer des données qui sont sur votre compte. Enfin, c'est pas tout à fait clair, je trouve, encore. Il y a des choses à travailler. Il y a peut-être des choses très très bien derrière, mais je les ai pas encore vues. Mais ça fait pas longtemps que j'y chipote. Donc voilà, si je trouve un truc bien, je le dirai. N'hésitez Ayez confiance. On a fini avec la lettre F, on peut passer à la lettre G. Comme Google, Seb, et c'est Seb qui va nous parler de Google, et d'Android en particulier, Android Wear 2.0 qui débarque finalement. Ben oui, et alors bon, ça fait un mois, il faut quand même qu'on reprenne les trucs, parler un peu de Google et tout. Non ? Comme si on avait parlé la semaine passée. Comme si on n'avait rien foutu pendant son absence, c'est incroyable ça. Ouais, c'est ça quoi. Non, on a récupéré quelques auditrices déjà, c'est déjà pas mal. Oui, mais pas pour longtemps, tu vois. Là aujourd'hui, c'est fini. On les a toutes perdues. Je suis revenu. Ouais, il est fier. Donc Google Android Wear, et là, ça fait 1 an qu'on l'attend. 1 an. Ouais. Il a été annoncé au Google I.O. 2016, et honnêtement, c'est quand même pas le genre de la maison Google d'attendre si longtemps. 1 an après, presque. Ça y est, il est final, il est dispo, presque. Mais il est réellement final et maintenant il va arriver sur toutes les montres, toutes les montres, la liste est plutôt courte, mais il y a quand même une vingtaine de montres qui vont le recevoir dans les prochaines semaines. Alors les quelques grosses différences pour se souvenir par rapport au précédent, c'est qu'ici maintenant on va avoir droit au Play Store directement sur la montre, donc on ne devra plus utiliser le téléphone pour installer des applications sur la montre. On pourra dicter
des textes à la montre, on pourra utiliser toutes les notifications sont revues pour être nettement plus sympathiques, et des applications natives comme Google Fit rajoutent plein de fonctionnalités comme la gestion du rythme cardiaque, de la distance, de la vitesse que Google ne faisait pas dans ses propres applications. Et évidemment, l'assistant Google débarque aussi sur la montre, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'ici. Donc voilà, il y a plein d'autres trucs. Android Wear, c'est vraiment la grosse mise à jour pour la montre, et il y a pas mal de montres qui vont débarquer probablement aussi dans les prochaines semaines à Barcelone. Suite à ça, il y a déjà eu des annonces chez LG, il y en a eu d'autres. Donc on repart un petit peu dans Android Wear. On en reparle un peu en tout cas ces prochaines semaines. Barcelone parce que Mobile World Congress. Tout à fait, fin du mois. Fin du mois, donc on en reparlera certainement. Même si on sait par exemple que Samsung ne s'y présentera pas suite probablement. Son nouveau smartphone. Oui, tout à fait. Enfin, jusque-là, c'est pas annoncé. Oui, mais normalement, il n'y a pas. Quelqu'un nous avait fait la remarque dans un commentaire à un moment donné, nous avait dit pourquoi vous n'avez pas fait un S comme Samsung qui ne viendra pas avec son Galaxy 9. C'est Galaxy 9 ou 8 8. J'avais déjà été au 9. C'est vrai qu'on l'a peut-être un petit peu évoqué dans un épisode précédent, mais juste comme ça en effraulant le sujet, parce que c'est vrai que toutes les annonces, en tout cas les plus importantes en marge du Mobile World Congress, se font quelques jours avant l'ouverture du salon, dans les hôtels, aux alentours, etc. Un petit peu comme au CES d'ailleurs, et ça se fait beaucoup, sous forme de conférences de presse. Et donc, toute la presse se jette comme un seul homme sur ces informations avant même l'ouverture du Mobile World Congress. Donc, il se peut très bien que l'appareil ne soit pas présent sur le Mobile World Congress, mais soit quand même annoncé en marge du Mobile World. Donc, on va attendre que ça se passe avant de tirer les conclusions. Là, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Oui, c'est peu probable. Pour le moment, au niveau des rumeurs sur le S8, on est plutôt sur une sortie plus tardive. On est plus sur avril-mai que sur février-mars, comme c'était le cas l'année passée. Donc, on est vraiment retardé. Et il y a pas mal de choses qui sont déjà annoncées. Et d'ailleurs, on a un S comme Samsung dans ce numéro. Oui. Pour en revenir à ce on y reviendra, donc. Ok, ça va. On reste à la lettre G comme Google, c'est pour parler de Google qui lance officiellement Cloud Search. Il faut rappeler ce que c'est. Oui, tout à fait. Et alors, c'est pour ceux qui utilisent les G-Apps, donc tout ce qui est Drive et autres joyeusetés de la suite Google pour entreprise. Donc, certains utilisent Facebook, nous, on utilise Google parce que vraiment, c'est sympathique. Et c'est donc collaboratif sur tout ce qui est fichiers, ce qui remplace la Dropbox et autres. Et ce que fait, et c'est vrai que Google le fait quand même plutôt bien, c'est la recherche. Et donc, ils ont rajouté leur recherche sur tous vos browsers que vous mettez chez eux. D'accord. Et dans une application qui va, suivant vos agendas, vous sortir les documents auxquels vous pourriez avoir besoin au moment de la réunion. Donc, ils vont vraiment aller analyser le contenu et essayer de vous proposer les trucs que vous avez besoin sans que vous deviez les chercher. D'accord. Alors, malheureusement, là, j'ai pas encore pu tester l'application en tant que telle parce qu'elle est annoncée officiellement, mais j'ai pas encore pu l'installer. Ça a été annoncé hier. Mais j'ai déjà testé la recherche dans les documents Drive de leur part, qui a été nettement améliorée ces derniers temps. Et je veux dire que je suis quand même assez époustouflé dans le sens où ils ont indexé tous les fichiers. On a plusieurs gigas de données au bureau avec un Drive. Ils ont indexé tous les fichiers, les PDF, les images, et quand tu fais des recherches, ils ont été faire la reconnaissance de texte dans toutes les images. D'accord. Donc, ils te ressortent toutes tes photos sont indexées, et franchement, ça marche d'enfer. Ça, ils savent faire, de la recherche, de l'indexation, ils sont excellents. Ils sont excellents dans ce genre de truc. Et c'est vrai, il faut le rappeler de temps en temps, c'est que même dans Gmail, quand vous avez perdu un mail, il y a un outil de recherche dans vos... je le rappelle parce que moi, je le signale de temps en temps à des amis, etc. Si tu as perdu un mail, fais une recherche. Et ça va à une vitesse, c'est fulgurant, de trouver un mail des fois qui date de 2012, dans lequel vous avez dit tel mot, c'est super bien foutu. On a encore eu l'exemple aujourd'hui. Ben voilà, donc... tu dis, oui, mais moi c'était avec Thunderbird et j'adore comme il dit, oh, 2012, j'ai retrouvé des mails mais j'ai de 1997, monsieur. Ah ouais, mais si t'en as 3, un de 1997, un de 2012 et un de... Ici, je parle même dans une boîte Gmail, on peut avoir quand même une tonne de grosses daubes. Oui. Donc, plutôt que de tout killer en se disant, oh, j'ai perdu le mail où on me disait quel était qui avait tué machin. Et donc, tu le retrouves beaucoup plus facilement. Soit, je ferme la parenthèse.
Pour passer, peut-être, à la lettre H, si vous le voulez bien. Avec Marc, on va parler d'un truc... Alors là, ça, on avait parlé de ce truc-là, c'est ce système de triple écran pour portable, Slide Joy, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Ce serait une énorme arnaque. C'est du grand conditionnel, mais disons que pour pas mal de gens, et y compris pour Kickstarter, ça commence à sentir le sapin. D'accord. Alors, Slide Joy, on rappelle, c'est un projet Kickstarter qui avait été lancé début 2015 par une équipe Carolo, si je me rappelle bien. C'était un truc belgo-belge. Ah oui. C'était un truc belge, en tout cas, et qui vous proposait d'avoir... selon le modèle que vous choisissiez, 2 écrans supplémentaires que vous veniez clipser sur l'écran de votre portable, et ça vous apportait 2 écrans supplémentaires en 13 pouces, 15 pouces ou 17 pouces. Et premier truc qui apparemment, selon les gens qui ont monté le dossier à charge, qui font penser à quelque chose qui n'est pas très net, c'est que jamais dans l'histoire de l'évolution du dossier chez Kickstarter et de la boîte par après, donc avec les précommandes et tout, le prix du produit n'a varié en fonction de la taille. Que vous preniez du 13 pouces ou du 17 pouces, c'était la même chose, c'était 449 €, prix plein, ou 349 € pour ceux qui l'avaient commandé via Kickstarter. Étrange. Premier truc, étrange. Alors, pourquoi est-ce qu'on sent qu'il y a un problème? Alors, la première chose, c'est premièrement, aucune des personnes qui ont commandé le projet sur Kickstarter n'ont reçu la moindre nouvelle depuis 6 mois. Depuis la mi-2016, grosso modo, c'est le silence radio. Ça, c'est un. Deuxièmement, seule une réservation avec un dépôt financier, donc, est disponible sur le site Slide Joy pour bénéficier d'un truc. Donc, en l'occurrence, sur les 449 €, on vous en demande, je sais pas, 70, 100, pour être prioritaire lors de l'expédition des premières commandes. Alors, le site prétend, on n'a pas pu vérifier les sources, qu'il y aurait entre 6 et 7 000 précommandes qui auraient déjà été faites, et donc 6 et 7 000 précommandes qui devraient être expédiées, dont certaines ont sans doute au moment où le truc a été lancé sur Kickstarter. On rappelle, début 2015, ça commence à faire longtemps. On sait qu'il y a des projets Kickstarter qui mettent longtemps. Rappelez-vous le petit spectromètre de masse qu'on vous a montré il y a pas longtemps. C'était aussi 2015. C'était aussi 2015, mais on a fini par le recevoir. Et eux avaient quand même une communication relativement suivie derrière. Tandis qu'ici, c'est assez épisodique. Donc en fait, mi-2016, l'équipe de Slide Joy s'est fendue d'un long mail sur un ton relativement pleurnichard pour dire « Bouh, c'est par notre faute, on travaille 14 heures par jour, on a beaucoup de problèmes, on pense à vous, on vous aime, peace and love et tout, grosso modo. Passez une bonne journée, on vous dit quoi ?» Bon, ok. On va passer une bonne journée. Plein de gens, des bakers, des commandeurs, enfin des personnes qui avaient commandé, ont réagi à ce mail en leur demandant « Ok, c'est bien, mais quand est-ce que j'aurai mon truc ?» Silence radio. Jusqu'apparemment au 11 janvier, il y a eu juste une ligne qui dit « Nous sommes en production, les premiers écrans ce semestre. » À peu de choses près, c'est un copier-coller d'un mail qui avait déjà été envoyé il y a 1 an. Ah oui. Donc autrement dit, il y a un site qui s'appelle Kickscammed, qui recense tous les hoax et toutes les arnaques sur Kickstarter, et le truc est en tête de liste. D'accord, ok. Donc là, l'affaire est cuite, quoi, en gros. Mais l'affaire n'est pas encore cuite tant qu'on n'a pas la confirmation officielle de la part de Kickstarter que le truc est mort. Rappelez-vous l'histoire du rasoir laser auquel on avait tous bavé dessus. Le truc a été descendu en flammes et Kickstarter a dit non, nous on sort de ça, c'était une arnaque, on ne le fait pas. Tant que Kickstarter n'a pas annoncé que le truc est réellement une arnaque, ce n'est pas mort. Donc on va toujours leur laisser le bénéfice du doute, même si aucun de nous trois, je pense, n'a investi dans le bidule. Mais ça sent le sapin. Seb ne dit rien. T'as investi, Seb? Non. Seb ne dit rien. Moi, je trouvais le truc sympathique. Oui. Je trouvais le truc sympathique. T'as investi ou pas? On a des membres du forum qui ont investi dedans. Ah, crotte. Maintenant, c'est des Belges ici à l'origine du projet. Donc, si jamais, effectivement, ils ont envie de passer un message ou qu'ils ont des nouvelles du projet, ils peuvent toujours nous contacter. On ne sait jamais que via ils nous écoutent. Via et n'hésitez pas, via informaticien.be ou lestechno.be, si vous avez des informations plus précises, n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce que manifestement, il y a des gens qui attendent et qui sont un petit peu sous... Voilà. Oui, et à côté de ça, on a presque envie de dire, après tout,
puisque nous sommes aussi un podcast belgo-belge, s'il y a quelqu'un chez Slide Enjoy qui nous regarde par hasard et que vous avez envie de faire passer un message pour rassurer tous les gens qui ont backé chez vous, on rappelle quand même, vous annoncez entre 6 et 7 000 personnes, c'est peut-être pas mal de les rassurer. Voilà, vous aviez un beau projet, il était sympa. Il faut leur dire, les 7000 personnes nous écoutent tous. Hein? Oui, parce qu'on avait fait la pub du truc. En plus, c'est vrai, on avait fait la pub. On n'avait pas fait de pub. On n'a jamais fait de pub. Mais on en avait parlé, parce qu'on trouvait ça... Enfin, on était partagés, il faut le reconnaître, mais il y avait des gens dans l'équipe qui trouvaient que l'idée était plutôt originale, sympathique, etc., vu le prix en plus. Donc voilà. En tout cas, le concept était suffisamment sympa pour que Razer le récupère sur un modèle de série qu'il a montré au CES il n'y a pas un mois. Donc oui, c'est ça. Mais donc, si quelque part vous voulez aussi faire en sorte que tout le monde ne devienne pas frileux devant un site comme Kickstarter par exemple, bougez-vous et faites savoir qu'il y a de temps en temps des trucs positifs qui s'y passent aussi. Hein. Soyons clairs qu'on parle de temps en temps ici des petites bévues qui se passent sur les sites de crowdfunding, c'est pas la majorité des cas. Hein, donc, mais ici c'est un cas qui nous occupe un petit peu puisque c'est un cas un petit peu proche de nous, puisque c'est en Belgique. Quand tu dis qu'on est un podcast belgo-belge, c'est faux depuis quelques mois. Hein. On a un luxembourgeois dans l'équipe. Oui, le Beneluxien. On a le Benelux. On a le Benelux pour l'instant. Et très écouté en France. On remercie d'ailleurs nos amis français de nous suivre de semaine en semaine. On en a fini avec la lettre H. On peut il voulait dire quelque chose. Une toute petite précision qui, à mon avis, va influer va renfoncer le clou sur le sapin. C'est que pendant qu'on parlait, je suis en train de regarder rapidement sur Kickscammed, le truc en question, et je vois pas mal de gens qui se plaignent dans les commentaires qu'ils ont demandé fin 2015, début 2016 des remboursements et on leur a juste dit non. Ah, c'est chouette. Bon, voilà. T'es mal parti, quoi. C'est mal barré. Bon, écoutez, voilà. Affaire à suivre ou pas. On va dire ça comme ça. On peut passer à la lettre suivante ? Oui, hein, on peut passer à la lettre I comme imprimante ou Internet des objets, comme on dit aussi, puisque 150 000 on peut imprimantes. 1000 fois. C'est parti là-dessus aussi. 150 000 imprimantes hackées, mais quelque part, pour la bonne cause, Marc. Oui, c'est un petit sujet comique. En fait, il y a un hacker du nom de Stack Overflowing. Ce petit sujet comique, il faut une petite musique. Je vois que l'équipe n'a pas changé. Hein. Non. Voilà. Donc, un hacker du nom de Stack Overflowing qui s'est mis en tête d'informer les gens sur les dangers de laisser des ports ouverts dans son réseau, de laisser des appareils qui sont connectés à Internet sans aucune protection, et notamment des imprimantes, vu que maintenant quasi toutes les imprimantes sont connectées à Internet via Google Print ou via d'autres systèmes. Et il a réussi à mettre la main, à force de gratter, sur les adresses de 150 000 imprimantes, sur lesquelles il a envoyé des petits messages sympathiques à caractère humoristique pour faire comprendre aux gens que, ils avaient un port ouvert, ils avaient une brèche de sécurité et qu'il ne serait pas mauvais. Ce serait pas une mauvaise idée de fermer, de sécuriser les trucs concernés. Et ici, on parle quand même d'imprimantes qui vont de la grosse multifonction, genre de celle que vous avez sûrement chez vous dans ton bureau, Marc, à la petite imprimante de ticket de caisse, quoi. C'est d'un extrême à l'autre. Et toutes les marques sont représentées, que ce soit Brother, Canon, Dell, Ricoh, Samsung, ils y sont tous. Parce que par définition, une imprimante, c'est connecté. Hein. De plus en plus. Même les photocopieuses sont connectées, donc ça me paraît... Une imprimante pas connectée, je veux dire... ça s'appelle une machine à écrire. Ou une photocopieuse. Non, je suis désolé, les photocopieuses aujourd'hui, enfin les photocopieuses modernes, on va dire, sont connectées également. Bon, allez. Tu sais, le vieux port LPT1, c'était déjà connecté. Oui, je sais, mais bon, c'est pour rire. Et à propos d'imprimante, on pourra vous faire peut-être un hors-série, mais alors ce sera dans les prochaines semaines parce qu'on vient de la recevoir, une imprimante EcoTank. Donc c'est plus du toner, c'est plus des cartouches pour faire de l'imprimante jet d'encre, c'est du jet d'encre, mais c'est des gros réservoirs dans l'imprimante que tu remplis d'encre directement. Et donc c'est un coût incroyable.
Génial, on en reparlera. On va accélérer un tout petit peu, les garçons, parce que... Et ça fait un boucan de porte-avions quand ça se met en route. Bon, oui, on commence à tout. On va accélérer parce que là, l'heure tourne. On est à la lettre... On n'est qu'à la lettre M. On n'est qu'à la lettre M. M comme Microsoft. Oui. Mais c'était un bavard, hein, Seb. Marc, on parle des limitations de Windows 10 Cloud cassées main avant la sortie de l'iOS. De l'OS, pardon. Ouais, petit rappel, Windows 10 Cloud, la réponse programmée de Microsoft à Chrome OS, c'est-à-dire une version de Windows capable de tourner sur des configurations extrêmement modestes, petit processeur, petite quantité de mémoire, disque dur étroit, etc. Clairement quelque chose qui est à destination des machines bas de gamme ou ne coûtant pas très cher, mais avec un arrière-goût de Windows RT, rappelez-vous, c'est-à-dire l'impossibilité de faire tourner des apps standards. Il fallait qu'elle soit compilée d'une certaine manière. Et donc ici, Windows 10 Cloud, qui n'a pas grand-chose à voir avec le cloud, en fait, c'est simplement une version stripped-down, avait comme particularité de limiter les applications qui pouvaient tourner dessus à celles disponibles dans l'App Store. Dans le Microsoft Store. Donc voilà, c'est un truc qui commence à se mettre en place, il y a plusieurs fuites qui ont déjà eu lieu, le truc arrive, mais avant même d'être sorti officiellement, il y a un hacker, encore un, qui a réussi à casser la protection et à installer des applications Win32 tout à fait standard avant même que l'OS soit totalement sorti. Donc voilà. Alors par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il a décidé de ne pas révéler la faille. Il va la garder secrète, il va la garder pour lui tant que l'OS n'est pas sorti, pour justement espérer que Microsoft ne patche pas la faille et permette de disposer, parce qu'effectivement, ce genre de version, pour être compétitif avec Chrome OS, puisque c'est le concurrent annoncé, devra soit être gratuit, soit être à un prix plancher. Et effectivement, si la faille n'est pas patchée, en tout cas pour les premières commandes, ça permettrait d'avoir un Windows 10 vraiment pas cher. Effectivement. On peut passer à la lettre N. N comme Netflix, Marc. On parle d'une extension Chrome pour se dépatouiller dans Netflix. C'est nécessaire ? Ben écoute, à partir du moment où tu as les catégories officielles de Netflix, qui sont parfois pas tellement parlantes, tu as des trucs du style séries télé romantiques avec personnes étrangères. Ouais. Voilà, c'est une des catégories qui parfois apparaît dans Netflix, tu te demandes d'où ça sort. Et en fait, quand tu grattes un peu, tu te rends compte que des catégories dans Netflix, il y en a mais des centaines, dont seules quelques-unes sont accessibles. Or, comme l'interface de Netflix, même si le truc est extrêmement riche au niveau contenu, est encore perfectible, et la recherche intégrée l'est aussi un petit peu, il y a des gens qui se sont amusés, alors dans un premier temps, à faire des sites qui permettait de recenser toutes les catégories disponibles. Il y en a un paquet. Si vous voulez vraiment commencer à faire des recherches précises, utilisez les catégories, ça va aller beaucoup plus vite. Et en fait, pour accéder à ces catégories, il faut simplement taper l'URL de Netflix et un code qui correspond à la catégorie. Et ici, il y a des gens qui sont fait une petite extension Chrome qui s'installe dans votre browser et vous allez simplement taper le nom de la catégorie ou le nom de la recherche et l'extension va vous retourner tout ce qu'il a trouvé. C'est plus intuitif, c'est plus rapide et vous arrivez directement sur le truc. Voilà. C'est rigolo que ce soit des tiers qui fassent des outils comme ceux-là. Netflix pourrait très bien les réaliser, les proposer à ses clients. Je trouve ça plutôt normal. Mais enfin, ceci dit, s'il y a une communauté autour qui se mobilise et qui font des choses comme ça, des aides à la navigation, on va appeler ça comme ça. Ouais. Pourquoi pas, finalement. Mais Netflix suscite beaucoup de réactions de part et d'autre, de la communauté et de l'extérieur de l'industrie. On a fait pour preuve qu'il y a un patent troll qui vient de se jeter sur Netflix et qui réclame je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars sur la fonctionnalité qu'ils viennent d'introduire, c'est-à-dire la possibilité de télécharger localement certains contenus. D'accord, oui. Voilà. Allez, on va passer à la lettre S. S comme Samsung, tiens, ça c'est pour Seb. S comme Seb également. Alors, Seb, il me laisse toujours des petits messages du genre, si on se faisait un petit barbecue dans l'usine. C'est sympa, et moi, je dois lancer Seb en disant, tiens, Seb, si on se faisait un petit barbecue dans l'usine, bien sûr. À la lettre S comme Samsung. Bon, allez, explique-nous. Voilà, moi j'aime bien un petit sujet cryptique. Oui. C'est pas simple. C'est pas simple, hein. Mais ça, fallait lire l'article, mon bon monsieur. Fallait me laisser le temps. Vas-y, go. Donc, t'es au courant quand même qu'il y a des téléphones Samsung qui ont explosé. Oui, ça, oui. Hein, voilà. Eh bien, ça c'est pas fini.
Ah, c'est pas fini. C'est vraiment con. Hein. Ils ont arrêté de le produire, ils ont tout ramené. Malheureusement, il y a quand même une usine où il y en a encore. Ça pète encore. Ça a pété dans l'usine. Bon, c'était le fond de l'usine, mais il y a quand même un bout de l'usine qui a brûlé. C'était pas là où on produisait, c'était l'arrière-boutique, mais il y a des batteries, réellement, dans une usine qui produisait pour Samsung, qui ont foutu le feu à l'usine. Alors on se moque un peu, là. La presse se moque depuis là, mais bon, là, franchement. Je pense qu'on on peut. Franchement, parce que c'est quand même énorme quand tu réfléchis. C'est énorme. C'est la première fois qu'on entend quand même dans l'industrie, quelle qu'elle soit. Alors on pourrait parler par exemple de l'industrie automobile, tu vois, où de temps en temps tu as des alertes en disant ouh là là, il faut rentrer votre voiture de telle marque vite fait à l'usine parce qu'on va remettre un petit caoutchouc, changer une petite courroie ou un petit bouton, machin, etc. Mais voilà. C'est un petit peu comme si la même usine, maintenant, toutes les voitures qui continuent à sortir, elles avaient toutes le même problème tout le temps. Même dans l'usine. Il faut les déplacer de la chaîne de fabrication jusque dans le parking, pouf, elles sautent. C'est un peu la même chose, quoi. C'est exceptionnel. On se demande s'ils n'ont pas de main gauche, quoi. Enfin, vous avez la mémoire courte, messieurs. Vous vous rappelez pas l'histoire il y a 4 ou 5 ans des batteries Sony qui a duré des mois et des mois et des mois. Oui, mais ils n'ont pas fait péter leur usine après. Non, ils ont fait péter l'usine des autres. Tu te rappelles bien, ils faisaient péter l'usine des autres. Ça, c'était Fukushima. Ils faisaient péter les lignes d'assemblage des autres. Mais il y a eu ça aussi, je me rappelle, avec des câbles d'alimentation aussi, une époque, c'était pas chez HP ou chez Dell, je ne sais plus. C'était chez Dell, je pense. Qui brûlaient, hein, si je dis pas de bêtises, des alimentations de portables, des trucs comme ça, enfin des trucs monstrueux. Et chez Atari, mon bon... Ah non. Et donc, mais jamais on a entendu que après ça, après avoir en plus nettoyé le marché, hein, parce que ils ont nettoyé le marché, les gars. Mais ils ont tout ramené. Ça pète encore. C'est du bon matériel. Bon, allez, plus sérieusement, on continue avec Samsung, qui pourrait lâcher Google Now. Oui, alors c'est vrai, hein, je châtie un peu. Moi, j'adore Samsung. Ça fait des années que j'utilise leur téléphone. Et là, je suis un peu dubitatif. Je demande à voir. En tout cas, j'espère qu'on ne nous l'imposera pas. C'est qu'ils voudraient débarquer. C'est une rumeur pour le S8. Ils voudraient débarquer Google Now pour le remplacer par Samsung Hello. Samsung Hello, qui serait donc un nouveau soft maison pour remplacer tout ce qui est toutes ces petites cartes que tu peux voir Google Now pour te présenter les news que tu as qui vont t'intéresser, les trucs sociaux qui t'intéressent, etc. Donc ils vont pêcher un peu toutes les infos, qui te centralisent et qui te les rebalancent au moment où ça t'intéresse. Alors j'utilise quand même assez régulièrement Google Now. Quasi tous les matins, je regarde ce qu'il me propose parce qu'effectivement, suivant toutes les recherches que j'ai faites, suivant toutes les données qu'il a mangées de moi, ce qui représente quand même beaucoup de données, généralement, il me propose bien un ou deux petits articles que je n'aurais pas vu autrement et parfois même un qui revient dans ce podcast. Donc je trouve qu'au fur et à mesure des mois, les données venant de Google Now deviennent de plus en plus pertinentes. Donc je serais un peu triste de le perdre et de ne pas avoir le choix. Mais ça va ici en corrélation avec une autre rumeur qui est Bixby. Bixby, c'est la société qu'ils ont rachetée et qui voudrait donc être le moteur d'intelligence artificielle qui voudrait aussi incorporer dans leur nouveau téléphone. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se font au niveau de la couche logicielle et pas mal de rumeurs sur ce que va être le S8. Alors dans les rumeurs, je sais pas si vous en avez parlé pendant que j'étais en train de mourir le mois dernier. Ouais. Non, mais c'est que la dernière des rumeurs est qu'on aurait un dock pour le S8 et qui permettrait donc, à partir du moment où tu mets ton téléphone dans le dock, d'avoir un ordinateur connecté donc sur un port HDMI, un clavier, etc. Pour pouvoir faire des choses sur un écran beaucoup plus large, méditer des documents, surfer, etc. Probablement que ce serait sur base de l'Android, peut-être un Chrome OS. Je ne sais pas trop ce que ce serait. C'est pas encore très très clair, mais le dock en tout cas a l'air très bonne rumeur. Donc peut-être fondé. Et donc, on en reparlera quand ce sera là, et j'imagine qu'on aura même peut-être l'occasion de le tester. Hein, probablement. Je ne sais pas ce qui te fait penser ça. Je ne sais pas. Enfin, il faut qu'ils reconstruisent l'usine. Oui. Bon, allez, on passe à la lettre S comme sécurité, Seb, pour parler de password.
Petite news, petit coup de gueule de l'administration Trump, même si j'ai vu qu'on ne parlait pas de politique la semaine passée dans le podcast, hein, ça a vite coupé quand on parlait Trump, hein, monsieur là-bas. Hein. Et donc, ici, l'administration Trump a renforcé un petit peu les demandes qu'avait déjà fait Obama à l'époque, surtout ceux qui voulaient rentrer sur le territoire et qui devaient donner éventuellement les identifiants de leurs réseaux sociaux, hein, donc pour qu'on puisse aller voir sur Twitter qui tu étais, etc., Facebook et compagnie. Eh bien, Obama, je dis, ici Trump, il se casse pas trop la tête. Il dit à partir du moment où tu l'as donné, que c'était un clandestino, que c'était un marque, un machin, eh ben tu vas nous donner aussi le mot de passe. Parce que comme ça, on pourra aller voir les infos qui sont dessus, hein, parce qu'on va quand même pas s'emmerder à aller chercher nous-mêmes, quoi. Donc ici, et si tu veux pas donner le mot de passe, là, la sanction sera claire. Tu ne pourras pas rentrer sur le territoire. Alors, ce ne sera pas généralisé. Heureusement, hein, tout le monde ne devra pas donner tous ses mots de passe en rentrant aux États-Unis, mais évidemment, ce sera ciblé vers un certain nombre de pays et de minorités. Donc voilà, je trouve ça assez limite de la part d'un gouvernement. Dans les années 2000, quoi. Ouais. C'est peut-être ce qui est arrivé à un de nos compatriotes qui s'est fait ramener à la frontière. Ouais, il part aux États-Unis, c'est un rappeur. Bon, il a un look de rappeur, mais je pense qu'il ne doit pas être seul une fois qu'il débarque aux États-Unis à avoir ce look-là. Mais ceci dit, voilà. Il arrive sur place et il devait juste faire un transit, je pense, quelque chose comme ça. Et on lui dit, on a 2-3 questions à vous poser. On lui pose même pas de questions, on lui met directement les menottes et on le reconduit à l'avion. Et voilà, terminé, retour à la maison. Et il sait toujours pas pourquoi. Donc peut-être qu'on lui a demandé son password, qu'il a mal compris, ou voilà, c'est le genre de truc quand même un petit peu particulier. Ce qui se passe de temps en temps, c'est assez bizarre. Tout ça demande évidemment confirmation, et comme on n'était pas là, on ne pourra pas confirmer, mais quoi qu'il. Je vais quand même faire un dernier truc là-dessus. Ce que je trouve bizarre et dommage en même temps ici, c'est qu'on te demande ton mot de passe. Alors après, il faut pas être trop con, quoi. Le mec qui arrive, qui veut vraiment faire péter les États-Unis, il va pas donner le login et le mot de passe d'un compte sur lequel il est en train de balancer. Enfin, je veux dire, là, c'est un peu, on se fout de la gueule du monde. Et surtout, j'ai été aux États-Unis il y a quelques années pour une mission princière, je pense que c'est plus en 2013 ou 2014, un truc comme ça. Et on avait visité une société qui travaillait avec les militaires américains. Et pour avoir le droit de rentrer dans cette société, on avait tous donné simplement notre nom. Et ils nous avaient screené. Et ils nous ont montré après, effectivement, ce qu'ils avaient sur nous. C'était juste incroyable. Ils avaient réussi à retrouver des informations que... Même ils ont retrouvé mes clés. Ouais. Tu sais même pas où tu les avais mises, tu vois. Et donc, c'était pas des trucs publiés en ligne. Ils avaient vraiment une source d'informations qui était incroyable. Donc, je pense pas que c'est vraiment grâce à ça qu'ils vont pouvoir changer la vie. C'est le principe du douanier. Hein. C'est la question du douanier. Tu sais, avez-vous quelque chose à déclarer ? Mais c'est une question à la con, parce qu'évidemment, tu peux très bien dire oui ou non. Enfin, voilà. Oui, c'est juste pour voir un petit peu la petite étincelle qu'il va avoir dans l'œil de la personne qui va répondre et qui va inciter le douanier à aller chercher plus loin. Tu vois, voilà, c'est un peu ça. Mais ça me choque qu'on me demande mon mot de passe pour ça, tu vois. Voilà. Pour avoir une petite lumière dans ton œil. Ouais, là, faut pas déconner. Faut pas déconner. Je reviens à la maison, hein, je le donne pas. C'est ça. Même s'ils peuvent retrouver tes clés. Enfin, soit. On passe à la lettre V comme je trouve plus mes boutons. Ah voilà. Trump. V comme VR, Marc. On va parler de réalité virtuelle avec une cabine. Un petit peu particulière. Une cabine VR. Oh, ça sent bon, ça. Ah, c'est pas possible. Une cabine qui non seulement ajoute des sensations, j'imagine, de mouvement. Ça sent bon. D'image. Ah oui. De son. Ah, ça sent bon. Mais c'est pas la même. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça là? Non, mais vas-y, fais comme s'il n'était pas là. Alors, ça s'appelle VR Sense. Ça ressemble à une grosse bouboule. Vas-y. C'est un truc qui est créé par une entreprise japonaise qui s'appelle Koei Tecmo. Ah bah tiens. Et tu vas sortir, oui. Et qui, en fait, dans lequel vous allez rentrer, vous immerger avec votre casque VR et tout le matériel que vous voulez avoir. Là, je l'ai lancé, tu l'as même pas relevé, c'est honteux. Non, vas-y, continue, parce que sinon elle n'est pas sortie. Donc, l'utilisateur de VR Sense va donc, dans le premier temps, s'asseoir sur un siège bougeant, animé, avec des vérins, etc. Donc, il va suivre les mouvements qui sont reproduits au niveau du casque, des scénarios que vous vivez, etc. Mais qui va vous permettre de ressentir des sensations plus physiques, comme le vent,
une brise, le chaud, le froid, etc., mais également des odeurs. L'odeur du feu, de la fumée, de l'herbe, de la plage, de la mer, etc. Du vent. Du vent, exactement. Mais là, ils n'ont pas tellement expliqué comment. Bon, le chaud, le froid, on sait, avec des jets d'air dirigés, etc. Mais il faut gratter en grattant, effectivement... non, je ne sais pas. Mais par contre, ils disent que, sans expliquer comment, ils pourront vous donner des sensations de contact physique. Alors, eux donnent deux exemples qui ne sont pas forcément sympas. Seb, ça va te couper tout de suite. Vous avez l'impression que des insectes ou des rats vous montent dessus. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est sympa. Voilà, non, effectivement. Ou vous avez l'impression que vous êtes pris dans un étau mortel. Ouais. Voilà, je ne sais pas trop comment ils vont faire ça. Ah, c'est vendeur, hein. Oui, c'est vendeur, hein, effectivement. Et surtout qu'ils ne diffusent absolument aucune, ils ne divulguent absolument aucune idée sur la technologie derrière. Donc, si vous avez envie que vous faites un voyage au Japon, pour l'instant, on ne sait jamais, il y a à la Japanese Amusement Expo un exemplaire qui peut être essayé. Alors c'est marrant, de l'extérieur ça ressemble à un énorme grippin, je ne sais pas, voilà. Et, la société pense en fait pour l'instant il n'y a pas de vente aux particuliers, ce sera pour des parcs à thème, etc., ou pour des hôtels. D'accord. Certains hôtels comme à Las Vegas, par exemple. Certains hôtels comme à Las Vegas, voilà. Par exemple, voilà. Ça fait bien rire notre ami ici. Hein. Lui, ça oui, un peu quand même. Hein. Voilà. Ah, bon, allez, on termine cet épisode 110, oui déjà, enfin quoique, avec le traditionnel What the fuck, on attendait le retour de Seb pour s'y remettre, parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu passé à côté de la lettre W. Mais on est sage, nous en plus, autres. c'est vrai, on est sage, et en plus, de temps en temps, c'est vrai que, on tombe pas toujours sur des trucs aussi sympas que ce que Seb nous amène cette semaine. Parce que c'est une histoire belge. Et nos amis français qui nous écoutent vont adorer, j'en suis certain. Donc vous allez pouvoir vous foutre de notre gueule sans problème. Allez-y. Pas trop vite, hein, parce qu'en grattant, vous aurez sûrement quelque chose du dedans chez vous, si pas pire. Oui, mais on se donne un droit de réponse. Mais mais quoi qu'il, je vais donner la parole à Seb qui va tout vous expliquer. Ah, alors là, on parle... C'est vraiment ça ne peut arriver que chez nous. Je veux dire, ce genre de truc. Ouais. Tu vois, donc c'est un mec qui rachète un portable, hein, je veux dire, ou après. Et donc, il achète ce portable, et puis au moment où il l'allume, il se rend compte que, tiens, magique, il y a des choses sur son portable. Il gratte un peu, il fouine, il regarde. Donc c'est un portable d'occasion qu'il achète. Portable d'occasion, oui, portable d'occasion. Hein. Il regarde, il dit, normalement, un portable d'occasion, quand tu l'achètes, la première chose, quand tu le vends, la première chose que tu fais, c'est que d'abord tu supprimes tout, tu formates, t'enlèves toutes les photos à poil de ta femme, t'enlèves tout. Quoi. Ouais. Et donc, bon, voilà. Ou alors tu le vends plus cher. ça dépend de ta femme. Oui, c'est ça. Si t'es divorcé. Bon. Et donc, le mec ouvre le portable, il regarde, il dit, plein de documents, il commence à fouiner, il fait effectivement que c'est bizarre, c'est des documents, des dossiers médicaux, et puis il trouve des photos de gens dénudés, et puis en fait, il se rend compte que le portable qu'il a acheté, c'est un portable qui vient d'un service fédéral belge, hein, ça vient du commissariat général aux réfugiés. Magnifique. Et donc... bonne histoire belge, c'est que ces portables, effectivement, quand ils sont déclassés, ce matériel repasse à FinShop, donc à un magasin de l'État qui revend tous les vieux brols. Et normalement, ça passe d'abord dans les petites mains d'informaticiens qui doivent vider tout ça. Apparemment, les petits informaticiens, ce jour-là, ils avaient piscine. Et ils ont décidé de laisser ça tel quel. Hein, personne ne verra rien. Hop, on revend ni vu ni connu. Si, il y a des gens qui ont vu quand même. Il y avait quand même plein de photos, effectivement, de candidats réfugiés. De candidats réfugiés, de dénudés, de dossiers médicaux. Il y avait plein de trucs. Donc ça fait un petit peu polémique. Un petit peu. Un petit peu quand même, ouais. Enfin, c'est ballot comme situation. Ils vont réfléchir à deux fois quand ils vont revendre du matériel informatique, à mon avis. Dans 10 ans. les connaissants, ils vont y penser dans 10 ans, non ? Les connaissants, en lisant, ils ont en tout cas arrêté d'en vendre pour le moment. Ils vont vérifier tout ce qui est là. Et puis, la moindre des choses, normalement, c'est que tu remplaces le disque ou tu le formates 50 fois. Il y a des outils pour. Mais oui, c'est ça. Enfin, tu revends pas du matériel comme ça. C'est vraiment très, très, très léger comme. Qui sait ce qui y est passé ? Oui, c'est ça. Et qui sait, peut-être qu'il y a d'autres appareils qui ont été vendus et personne ne s'est manifesté en disant « Oh, la belle affaire, j'ai des informations croustillantes. » Voilà.
Peut-être, on n'en sait rien. Mais c'est une erreur classique. Ouais. À l'époque, toute petite histoire pour terminer le truc. À l'époque, je sais je fréquentais un forum français qui était hardware.fr, qui existe toujours, qui est un énorme forum français. Et donc, il y avait un gars qui avait racheté un portable et qui était d'une écurie de Formule 1. D'accord. Et en fait, quand il avait allumé la machine, il s'était retrouvé avec toutes les informations de l'écurie, tous les tests, toutes les données, tous les machins. Et il avait joyeusement partagé avec le forum tout ce qu'il avait trouvé, parce que il trouvait ça sympa, il y avait plein de gens qui étaient intéressés. Et donc, c'est pas les Belges ne sont pas les premiers à faire ce genre de conneries. Et des fois, il faut même pas un ordinateur, hein, juste en allant fouiller les poubelles, par exemple. C'est déjà arrivé aussi qu'on trouve des documents dans les poubelles de certaines administrations ou autres. Enfin, bref, voilà, c'était le What the fuck de cette semaine. C'était d'ailleurs l'épisode 110 des Technos cette semaine avec Marc de ce côté-ci. Merci à toi Marc, à très bientôt. Merci également à Sébastien qui, comme vous l'avez constaté, est revenu en pleine forme et ça nous fait tous bien plaisir. Badaboum. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter cet épisode comme tous les autres d'ailleurs dans les commentaires sur la chaîne YouTube, sur lestechno.be et vous l'avez entendu sur informaticien.be également. À très bientôt. Au revoir.